Sherlock Holmes et le fil rouge du regret. Un mystère original dans le style de Sir Arthur Conan Doyle, narré par le docteur John H. Watson. Chapitre 1. L'aube cramoisie. Un épais brouillard s'était installé sur Londres, en ce matin de novembre, 1894, enveloppant notre Baker Street familière d'un voile si dense que les réverbères à gaz brûlaient d'une lumière jaune et faible, même à 9h30. Je m'étais levé tôt, comme à mon habitude, et trouvai Holmes déjà bien installé dans son fauteuil près de la cheminée, ses longs doigts croisés devant son nez aquilin, dans cette attitude de profonde contemplation que j'avais appris à reconnaître comme le signe avant-coureur d'une observation ou d'une déduction remarquable. « Ah, Watson !» dit-il sans détourner ses yeux gris perçants de leur observation fixe des flammes dansantes. « J'espère que vous avez bien dormi, malgré les cris plutôt théâtraux qui ont résonné dans Montague Street à 3h17 précises ce matin. » Je m'arrêtai pour attraper le journal du matin, la main suspendue au-dessus du Times. Des cris ? Holmes, je n'ai rien entendu de tel. En êtes-vous bien sûr ? Tout à fait, mon cher. La hauteur et la durée suggéraient une femme en grande détresse, non pas la querelle domestique habituelle entre mari et femme, mais quelque chose de bien plus urgent. Le son portait remarquablement bien malgré cette densité atmosphérique particulière, même si j'avoue ne pas avoir pu déterminer s'il représentait un réel danger ou simplement les effets d'une soirée arrosée au théâtre. Comme interpellé par ces paroles, le bruit de pas précipités sur nos 17 marches parvint à nos oreilles, suivi du léger coup frappé à la porte par Madame Hudson. Avant que Holmes puisse l'inviter à entrer, la porte s'ouvrit brusquement, révélant notre logeuse si patiente, dans un état d'agitation considérable, ses cheveux gris, habituellement impeccables, ébouriffés et les yeux écarquillés d'inquiétude. « Monsieur Holmes, docteur Watson, » commença-t-elle essoufflée, « il y a une jeune femme ici pour vous voir, et je dois dire qu'elle semble dans un état lamentable. Elle arpente le trottoir depuis près d'une heure, se tordant les mains et sursautant à la moindre ombre. J'ai craint qu'elle ne s'effondre avant d'avoir enfin trouvé le courage de s'approcher de notre porte. » Holmes se leva de sa chaise avec cette grâce particulière qui caractérisait chacun de ses mouvements, sa robe de chambre flottant derrière lui comme les ailes d'un grand oiseau de proie. « Je vous en prie, Madame Hudson, faites monter la dame immédiatement. Watson, pourriez-vous avoir l'amabilité de préparer du thé ? Je soupçonne que notre visiteuse aura besoin de chaleur et de réconfort avant de pouvoir raconter son histoire avec un minimum de cohérence. » Quelques instants plus tard, Madame Hudson fit entrer dans notre salon une jeune femme d'environ 25 ans, dont l'apparence imposa immédiatement attention et sympathie. Elle était grande et gracieuse, avec des cheveux aux bornes visiblement coiffés à la hâte et des yeux d'un vert profond, où transparaissait l'ombre indéniable d'une terreur récente. Ses vêtements, bien que d'excellente qualité, portaient les marques d'une mise en place précipitée. Un bouton défait ici, une manche légèrement nouée là. Le plus frappant était la façon dont elle serrait un petit mouchoir de soie cramoisi dans ses mains gantées, le serrant avec tant d'insistance que je craignais qu'il ne se déchire entièrement. « Messieurs, » commença-t-elle, la voix tremblante malgré ses efforts évidents pour garder son sang-froid, « je suis Miss Evangeline Fairfax, et je viens à vous parce que l'inspecteur Lestrade m'a assuré que si quelqu'un à Londres pouvait donner un sens à ce qui est arrivé à mon pauvre oncle, ce serait M. Sherlock Holmes. » Holmes fit un geste vers notre fauteuil le plus confortable et s'installa face à elle avec une expression d'attention polie qui, je le savais, masquait un intérêt presque prédateur pour le mystère qui l'avait conduite jusqu'à notre porte. « Je vous en prie, mademoiselle Fairfax, reprenez votre calme et racontez-nous tout depuis le début. N'omettez aucun détail, aussi insignifiant soit-il. » Elle accepta la tasse de thé que je lui offrais d'une main tremblante, prenant une gorgée avant de poursuivre. Mon oncle, le professeur Reginald Fairfax, était un homme aux habitudes des plus régulières. Depuis sa retraite d'Oxford, il vit tranquillement à Belgravia depuis 15 ans,
poursuivant ses recherches sur les manuscrits médiévaux et entretenant une correspondance avec des érudits de toute l'Europe. Chaque matin, à 7h30 précises, il se rendait à pied à Hyde Park Corner pour sa cérémonie constitutionnelle et ne revenait pas plus tard qu'à 8h30 pour prendre son petit déjeuner. Hier matin, il n'est pas revenu. Sa voix trembla légèrement et elle pressa le mouchoir rouge contre ses lèvres. Quand midi est arrivé sans aucun signe de lui, j'ai pris peur et j'ai contacté la police. L'inspecteur Lestrade a été très aimable, mais ce n'est que ce matin qu'ils l'ont retrouvé. Holmes se pencha légèrement en avant, sans quitter son visage des yeux. Et où, précisément, votre oncle a-t-il été découvert? À Regent's Park, monsieur Holmes, dans la roseraie, de tous les endroits. Mais ce n'est pas seulement le lieu qui a tant perturbé la police, c'est la manière dont il est mort et les circonstances particulières qui l'ont entouré. Continuez, mademoiselle Fairfax. Qu'est-ce qui rend la mort de votre oncle si inhabituelle? Elle frissonna, serrant son châle plus fort sur ses épaules. On l'a retrouvé assis sur l'un des bancs, vêtu de sa tenue de marche, habituelle, les mains jointes paisiblement sur les genoux. Pour un observateur non averti, il aurait pu sembler simplement se reposer. Mais il n'y avait aucune cause naturelle à sa mort, monsieur Holmes. Le médecin légiste n'a constaté aucune blessure, aucun signe de violence, aucune trace de lutte. Pourtant, il était très certainement mort, et ce depuis plusieurs heures. « Très intriguant, » murmura Holmes. « Et ce mouchoir que vous portez? Je constate qu'il a particulièrement retenu votre attention depuis votre arrivée. » Miss Fairfax baissa les yeux vers la soie cramoisie comme si elle la voyait pour la première fois. Ceci a été trouvé serré dans la main de mon oncle, monsieur Holmes. Mais ce n'est pas le sien. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Le tissu est d'excellente qualité, visiblement coûteux, et il y a quelque chose de brodé dessus. Elle le tendit vers la lumière, et je distinguai à peine le contour délicat de ce qui semblait être une lettre unique brodée d'un fil rouge plus foncé. « La lettre M », observa Holmes d'un ton neutre. « Très intéressant, en effet. Dites-moi, mademoiselle Fairfax, votre oncle avait-il des ennemis? Des changements récents dans ses habitudes ou sa correspondance? Des inquiétudes ou des soucis ont-ils été évoqués lors de ses récentes conversations avec vous? C'est peut-être l'aspect le plus déroutant, monsieur Holmes. Oncle Reginald était l'homme le plus paisible qui soit, aimé de tous ceux qui le connaissaient. Ses travaux d'érudition ne lui ont valu aucun ennemi, à ma connaissance, et sa vie privée était exempte de tout scandale. Quant au changement, elle marqua une pause, les sourcils froncés par la concentration. Maintenant que vous le dites, il avait semblé quelque peu distrait ces dernières semaines. Plus d'une fois, je l'ai surpris à fixer le feu avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas vraiment inquiète, mais pensive. Mélancolique, peut-être. A-t-il mentionné de nouvelles correspondances? Des visiteurs que vous ne connaissiez peut-être pas? Il y avait une chose, dit-elle lentement. La semaine dernière, je suis allé le voir à l'improviste et je l'ai trouvé en train de brûler des papiers dans la cheminée. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il a simplement répondu qu'il nettoyait les vestiges de vieilles erreurs. Je pensais que c'était simplement une allusion à ses travaux universitaires, mais maintenant... Holmes se leva brusquement et s'approcha de la fenêtre, contemplant la rue en contrebas, enveloppée de brouillard. « Mademoiselle Fairfax, je vous demande la permission d'inspecter la résidence de votre oncle et de parler à toute personne susceptible d'avoir eu des contacts réguliers avec lui. En attendant, je vous conseille vivement de rester vigilante et de m'informer immédiatement de tout événement inhabituel ou de toute visite inattendue. Bien sûr, monsieur Holmes. Tout ce qui pourrait aider à résoudre ce terrible mystère. » Elle se leva pour partir, puis se retourna avec une réticence évidente. « Il y a encore une chose, même si j'hésite à la mentionner, car elle me semble tellement... fantastique. D'après mon expérience, mademoiselle Fairfax, le fantastique se révèle souvent n'être que l'improbable rendu manifeste. Qu'est-ce qui vous trouble, s'il vous plaît? » Quand la police a trouvé mon oncle, il y avait une rose rouge, une seule, soigneusement posée à côté de lui sur le banc. Mais, monsieur Holmes, nous sommes en novembre, et la roseraie est en sommeil depuis des semaines.
D'où a bien pu naître une fleur aussi parfaite? Après le départ de mademoiselle Fairfax, Holmes resta à la fenêtre quelques minutes, le front plissé par la réflexion. Finalement, il se tourna vers moi avec cette lueur familière dans le regard que j'avais appris à associer au début de nos affaires les plus complexes. Alors, Watson, que pensez-vous de notre visiteuse du matin et de son histoire singulière? Je posai ma tasse de thé et réfléchis attentivement. La mort elle-même me paraît des plus mystérieuses, Holmes. Un homme en parfaite santé apparente, sans aucun signe de violence, et pourtant clairement assassiné. Pour un meurtre, il doit bien s'agir d'un meurtre vu les circonstances. Le mouchoir suggère un lien avec une personne dont le nom commence par M, et la rose, eh bien la rose suggère quelqu'un ayant accès à une serre ou à une véranda. Excellentes observations, mon cher ami. Et mademoiselle Fairfax elle-même, qu'avez-vous pensé de son attitude et de son apparence? Elle semblait sincèrement bouleversée. Son affection pour son oncle paraissait sincère, et je n'ai décelé aucune tromperie dans son attitude. Le mouchoir revêt manifestement une signification pour elle, au-delà de son lien avec le crime. Avez-vous remarqué comment elle l'a manipulé? En effet, très révélateur. Mais allez, Watson, la matinée se fait tardive et j'ai hâte d'examiner la scène de ce curieux crime. Le brouillard se lève et Regent's Park attend notre enquête. Alors que nous nous préparions à nous aventurer dans la grisaille matinale londonienne, je ne pouvais m'empêcher de penser que nous nous lancions dans une de ces affaires qui mettraient à l'épreuve même les remarquables capacités de déduction de Holmes. L'image du professeur Fairfax, paisiblement assis parmi les roses endormies, la main froide de la mort sur lui, semblait planer devant mes yeux comme la promesse de mystères à venir. Chapitre 2. La scène du silence. Le brouillard commençait effectivement à se dissiper, tandis que Holmes et moi avancions dans les rues familières en direction de Regent's Park, même si des volutes s'accrochaient encore aux branches nues des platanes, tels des doigts éthérés hésitant à lâcher. Preuse sur la ville éveillée. Notre fiacre roulait sur les pavés avec ce rythme particulier qui était devenu à mes oreilles le battement de cœur de Londres. Et je me surpris à étudier le profil de mon compagnon, contemplant pensivement le paysage. Holmes était assis dans cette pose caractéristique d'intense concentration, ses traits anguleux accentués par la lumière grise du matin. Ses longs doigts tapotaient silencieusement son genou, et je reconnus les signes d'un esprit déjà plongé dans les phases préliminaires de ce qui promettait d'être une enquête des plus complexes. « Dites-moi, Watson, » dit-il soudain sans se détourner de la fenêtre, « qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans le récit de Miss Fairfax sur le comportement récent de son oncle ?» J'ai réfléchi attentivement à la question. L'incendie des papiers me semblait significatif, Holmes, et sa description de son humeur mélancolique suggère qu'il était troublé par quelque chose de son passé, ce qu'il appelait de vieilles erreurs. Exactement. Et pourtant elle le décrivait comme un homme sans ennemis, aimé de tous ceux qui le connaissaient. Curieuse contradiction, n'êtes-vous pas d'accord? Les hommes irréprochables se voient rarement obligés de brûler les preuves de leurs indiscrétions passées. Notre taxi s'arrêta à l'entrée du parc et nous descendîmes dans l'air vif de novembre. Le brouillard s'était suffisamment dissipé pour révéler le paysage familier de Regent's Park, même si les arbres nus et les parterres de fleurs endormies conféraient au paysage un aspect mélancolique parfaitement adapté à notre sombre dessein. Holmes se dirigea aussitôt vers la roseraie, avec cette démarche rapide et particulière que j'avais apprise à reproduire au fil des années d'aventures partagées. L'inspecteur Lestrade nous attendait près d'un banc en fer forgé, au cœur de ce qui, en été, serait un magnifique étalage de roses en fleurs. Mais à présent, les massifs soigneusement entretenus ne présentaient que la géométrie austère des cannes taillées et la riche terre brune des préparatifs hivernaux. Les traits anguleux et familiers de l'inspecteur exprimaient une frustration évidente, et il accueillit Holmes avec un mélange de soulagement et de prudence professionnelle que j'avais déjà observé maintes fois. « Monsieur Holmes, docteur Watson, » dit-il en retirant son chapeau melon en guise de salut, « je vous avoue que je vous suis très reconnaissant de l'intérêt que vous portez à cette affaire.
Les circonstances sont différentes de tout ce que j'ai pu rencontrer en 20 ans au sein de la police métropolitaine. Holmes s'approcha du banc avec l'attention attentive d'un botaniste examinant un spécimen rare. Le corps a été retiré, je suppose ? Oui, tôt ce matin. Mais nous n'avons rien dérangé d'autre conformément à votre demande. Le professeur Fairfax a été retrouvé assis, précisément ici. Lestrade désigna le centre du banc, dans une pose apparemment parfaitement naturelle. Sa canne était appuyée contre la coudoir, ses gants soigneusement pliés sur ses genoux, et son expression était paisible, totalement paisible. Et la rose dont Miss Fairfax a parlé ? Lestrade désigna un endroit sur le banc, à côté de l'endroit où reposait le corps. Placée juste là, monsieur Holmes, une fleur rouge parfaite, aussi fraîche que si elle avait été coupée quelques instants auparavant. Nous la conservons précieusement au cimetière, avec le mouchoir. Holmes s'agenouilla près du banc, sortit sa loupe et commença cet examen méthodique dont j'avais été témoin tant de fois auparavant. Son regard perçant balayait chaque centimètre du sol entourant le banc, s'arrêtant parfois pour étudier un détail infime, invisible à mon observation moins exercée. Au bout de quelques minutes, il se releva et commença à décrire une spirale de plus en plus large autour de la zone, le regard fixé sur le sol à ses pieds. « Très intéressant, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Lestrade ou moi. « Watson, observe le sol juste devant le banc. »« Que vois-tu » Je m'approchai et étudiai la zone qu'il m'indiquait. Le sol me parut banal, légèrement humide à cause du brouillard matinal, avec l'accumulation habituelle de feuilles mortes que l'on peut observer dans n'importe quel parc londonien en novembre. Je crains de ne rien voir d'inhabituel, Holmes. Regardez plus attentivement. Considérez le schéma de perturbation du sol. Je me penchai et commençai peu à peu à percevoir ce que son regard plus perçant avait immédiatement détecté. La terre juste devant le banc présentait de subtils signes de remuement récent. Non pas des éraflures aléatoires comme celles dues à un simple passage, mais un motif plus délibéré, comme si quelqu'un s'était agenouillé là pendant un long moment. Quelqu'un s'est agenouillé ici, dis-je, mais ça aurait pu être n'importe qui, un jardinier peut-être, ou quelqu'un qui s'occupait des rosiers. En novembre, Watson, quand les roses sont en dormance et ne nécessitent plus d'attention. Holmes sourit d'un air sombre. Non, je pense que nous pouvons supposer que quelqu'un s'est agenouillé ici récemment, et j'oserais même suggérer que c'était quelqu'un qui s'est agenouillé pour observer délibérément le professeur Fairfax assis sur ce banc. Lestrade fronça les sourcils. « Vous croyez que quelqu'un le surveillait, monsieur Holmes ? » « Je crois que quelqu'un l'attendait, inspecteur. Considérez les implications. Le professeur Fairfax était un homme aux habitudes régulières, prenant le même médicament à la même heure chaque matin. Quelqu'un connaissant ses habitudes aurait pu prédire son arrivée ici avec une certitude raisonnable. » Holmes poursuivit son examen, se dirigeant vers le fond du banc et la zone au-delà. Après quelques minutes, il se redressa, l'air satisfait. « Ah, nous commençons à saisir la véritable portée de notre mystère. Inspecteur Dr. Watson, veuillez examiner ces empreintes. » Nous le suivîmes jusqu'à une étendue boueuse, à une vingtaine de mètres derrière le banc, où le brouillard matinal avait rendu la terre molle et propice aux empreintes. Holmes indiqua ici une série d'empreintes de pas, clairement visibles, les marques de quelqu'un qui était resté là un temps considérable, à en juger par la profondeur et la netteté des empreintes. Notre observateur avait un complice, observa Holmes, ou plutôt, notre observateur agenouillé était lui-même observé. La personne qui se tenait là avait une excellente vue sur le banc et sur quiconque s'en approcherait. « Mais qu'est-ce que tout cela signifie, Holmes ? » demandai-je. « Insinuez-vous que le professeur Fairfax est tombé dans un piège ? » Je suggère, mon cher Watson, que la mort du professeur Fairfax était l'aboutissement d'un plan soigneusement orchestré, qui nécessitait une connaissance approfondie de ses habitudes et une préparation considérable. Mais allons, examinons les autres secrets que cet endroit pourrait nous révéler. Pendant l'heure qui suivit, Holmes mena l'enquête la plus minutieuse que j'ai jamais vue sur la roseraie et ses environs. Il examina chaque banc, chaque allée, chaque massif de fleurs dans un rayon considérable.
Il préleva des échantillons de sol et étudia la circulation piétonnière sur les différentes allées et porta une attention particulière aux zones où la végétation présentait des signes de perturbation récente. « Holmes, ai-je osé demander alors que nous nous apprêtions à conclure notre examen, qu'en est-il de la cause du décès ? Le médecin légiste n'a trouvé aucune cause évidente. »« Ah oui. Inspecteur Lestrade, je dois parler à votre chirurgien dès que possible. En attendant, que pouvez-vous me dire sur l'état de santé du professeur Fairfax lorsqu'il a été découvert ?» Lestrade consulta son carnet. Comme je l'ai mentionné, il semblait dormir paisiblement. Aucun signe de lutte, aucune blessure défensive, aucune trace de violence physique. Son teint était normal, ses vêtements intacts. La seule particularité était une légère odeur. Sucrée. Le regard d'Holmes s'éclaira d'intérêt. D'où ? Pourrais-tu être plus précis ? Plutôt comme des fleurs, si je puis dire. Des roses peut-être, mais c'était peut-être simplement l'emplacement. Le chirurgien l'a particulièrement noté. C'est vraiment très important. Et qu'en est-il de ses effets personnels ? Tout semblait en ordre. Sa montre de poche, son portefeuille contenant 3 livres et de la monnaie, ses lunettes dans leur étui. Rien ne semblait avoir été volé. Holmes hocha la tête d'un air pensif, ce qui confirme que le vol n'était pas le mobile. Non, inspecteur. Je crains que nous ayons affaire à quelque chose de bien plus complexe qu'un simple crime d'opportunité. Alors que nous nous apprêtions à quitter le parc, Holmes s'arrêta un instant pour jeter un dernier regard au banc où le professeur Fairfax avait rendu son dernier soupir. La lumière grise de novembre projetait de longues ombres sur le jardin endormi, et je fus frappé par la profonde mélancolie de la scène. Ici, dans ce lieu de mort et de sommeil saisonnier, un homme avait trouvé la mort dans des circonstances défiant toute explication rationnelle. « Watson, » dit Holmes d'une voix calme, « je crois que nous découvrirons que la mort du professeur Fairfax est liée à des événements bien éloignés de ce paisible jardin. Les fils de ce mystère remontent loin dans le passé, et avant de comprendre la tragédie actuelle, nous devons percer les secrets de ce que mademoiselle Fairfax appelait si justement les vieilles erreurs de son oncle. Vous pensez que le mouchoir est important au-delà de son lien évident avec quelqu'un dont le nom commence par M ? Je crois que le mouchoir est la clé de tout, mon cher ami. Mais d'abord, nous devons examiner la résidence du professeur Fairfax et découvrir quels secrets il s'est senti obligé de livrer aux flammes. Chapitre 3. Le sanctuaire de l'érudit. La résidence du professeur Reginald Fairfax à Belgravia témoignait d'une vie consacrée à l'érudition et à la contemplation. L'imposante maison géorgienne, avec son élégante façade blanche et ses balustrades peintes en noir, se dressait dans un silence digne, au milieu de ses voisins tout aussi impressionnants, ne laissant rien présager de la tragédie qui venait de frapper son occupant. Mademoiselle Fairfax nous accueillit à la porte, son calme laissant peu deviner le trouble émotionnel qu'elle devait sûrement éprouver. « Messieurs, » dit-elle en nous faisant entrer dans un hall d'entrée joliment décoré, « j'ai préparé le bureau de mon oncle pour votre examen. J'avoue que je n'y ai rien touché depuis hier matin, lorsque son absence m'a alarmé. » Holmes retira son chapeau et ses gants avec cette précision méthodique qui caractérisait chacun de ses gestes au début d'une enquête. « Mademoiselle Fairfax, avant de poursuivre, je dois vous demander de raconter en détail les activités de votre oncle durant ces derniers jours. Même le détail le plus insignifiant peut s'avérer important. » Elle nous fit traverser une série de pièces élégamment meublées vers l'arrière de la maison, où de hautes fenêtres donnaient sur un petit jardin méticuleusement entretenu. Oncle Reginald était, comme je l'ai dit, un être aux habitudes des plus régulières. Il se levait chaque matin à 7 heures, emportait son ouvrage à Hyde Park Corner, revenait prendre son petit déjeuner à 8h30 et passait le reste de la matinée dans son bureau à travailler sur ses manuscrits. Et ses après-midi, habituellement consacrés à la correspondance avec ses collègues érudits de toute l'Europe, il entretenait un vaste réseau de chercheurs et son expertise des textes médiévaux le rendait très recherché pour ses consultations sur divers projets. Nous arrivâmes à la porte du bureau et mademoiselle Fairfax s'arrêta,
la main sur la poignée en laiton. « Je vous préviens, messieurs, que la pièce peut paraître quelque peu perturbée. » Oncle Reginald s'était livré à ce qu'il appelait une réorganisation complète de ses papiers ces dernières semaines. Le bureau qui nous accueillit en entrant était en effet un lieu de grande perturbation, même s'il s'agissait clairement du chaos organisé de la recherche universitaire plutôt que du résultat d'une intrusion violente. La pièce elle-même était magnifique. De hautes étagères bordaient 3 murs du sol au plafond, remplis de volumes reliés de cuir en plusieurs langues, tandis que le 4e mur était dominé par une imposante cheminée en pierre, devant laquelle se dressait un imposant bureau en chêne, recouvert de piles ordonnées de manuscrits et de correspondances. Holmes se dirigea aussitôt vers la cheminée, où les restes de papier récemment brûlés étaient encore visibles parmi les cendres froides. Il s'agenouilla devant la grille, sortit sa loupe et commença à examiner attentivement les fragments qui auraient pu survivre aux flammes. « Mademoiselle Fairfax, dit-il sans quitter son enquête des yeux, vous avez mentionné que votre oncle avait parlé de faire disparaître les vestiges d'anciennes erreurs. A-t-il précisé la nature de ces erreurs? Pas spécifiquement, monsieur Holmes, mais il a fait une remarque assez curieuse. Il a dit que parfois, la plus grande gentillesse que l'on puisse témoigner à ceux qu'on aime est de s'assurer que certaines vérités disparaissent avec nous. J'observai Holmes se raidir légèrement à ces mots, tout en continuant d'examiner le contenu de la cheminée. Très intéressant. Et votre oncle avait-il déjà parlé en ces termes? Jamais. En fait, c'était si différent de ses manières habituelles que je m'en suis souvenu. Oncle Reginald était typiquement l'homme le plus direct, convaincu de la valeur de la vérité et de l'exactitude scientifique. Holmes se leva de sa position devant la cheminée, l'air troublé. « Je crains que votre oncle n'ait réussi sa destruction plus efficacement que je ne l'espérais. Les papiers ont été brûlés avec la plus grande intensité, ne laissant que de minuscules fragments. » Il se dirigea vers le bureau, où son regard perçant commença à cataloguer les divers documents et manuscrits restants. Le bureau se révéla être une fascinante fenêtre sur l'esprit d'un érudit passionné. Des correspondances en plusieurs langues étaient soigneusement rangées, chaque lettre étant soigneusement datée et annotée de la main précise du professeur Fairfax. Des manuscrits anciens, aux pages de vélin jaunies par le temps, étaient rangés avec le soin respectueux de celui qui comprenait leur valeur irremplaçable. Et partout, des notes, des marges remplies d'observations, des feuilles volantes couvertes de traductions et de commentaires, le fruit de décennies de savoir-faire. Votre oncle travaillait sur quelque chose de précis, observa Holmes en examinant un manuscrit particulièrement volumineux, ouvert sur le cuir du bureau. Il semble que ce soit un roman médiéval, écrit dans ce que je crois être du vieux français. Mademoiselle Fairfax s'approcha et regarda par-dessus son épaule. Oui, c'est son projet actuel, ou plutôt, c'était le cas. Il a découvert ce manuscrit dans une collection privée à Paris, il y a quelques mois, et il préparait une traduction et un commentaire pour publication. Le sujet? Une histoire plutôt tragique, je crois. L'histoire d'un chevalier qui trahit son suzerain par amour pour une femme, et les terribles conséquences qui s'ensuivirent. Oncle Reginald la trouva particulièrement captivante, même s'il n'expliqua jamais pourquoi. L'attention de Holmes fut attirée par un journal relié en cuir posé à côté du manuscrit, dont les pages étaient remplies des annotations minutieuses du professeur Fairfax. Lorsqu'il l'ouvrit, j'observai son expression changer subtilement, un serrement autour des yeux que j'avais appris à reconnaître comme le signe d'une découverte importante. « Mademoiselle Fairfax, » dit-il doucement, « je crois que votre oncle a trouvé plus qu'un intérêt intellectuel à cette histoire. Écoutez cet article, daté d'il y a tout juste une semaine. Les parallèles deviennent de plus en plus évidents. Se pourrait-il que l'histoire se répète vraiment et que les péchés de notre jeunesse nous rattrapent inévitablement, aussi profondément enfouis nous? Le fil rouge qui nous relie à notre passé se raccourcit chaque jour. L'expression « fil rouge » semblait flotter entre nous, son lien avec le mouchoir cramoisi retrouvé serré dans la main du défunt prenant soudain une signification nouvelle. Miss Fairfax était devenue pâle,
et je remarquai sa main se diriger inconsciemment vers l'endroit où elle tenait ce mystérieux souvenir de soi. « Il ne m'a jamais parlé de péché, » murmura-t-elle. Oncle Reginald était l'homme le plus honorable que je connaisse. Holmes continua de lire le journal, sa voix devenant plus grave à chaque entrée. La lettre est arrivée aujourd'hui. Après toutes ces années, elle m'a retrouvé. Monsieur écrit que le temps est venu de payer les vieilles dettes, de tenir les vieilles promesses. Je me sens tiraillé entre l'honneur et l'affection, entre les exigences du passé et la paix du présent. M, dis-je à voix haute, la même initiale que sur le mouchoir. En effet, Watson. Et ici, dans une note datée d'il y a seulement 3 jours, j'ai accepté de la rencontrer. C'est peut-être mieux ainsi. Peut-être certains secrets sont-ils trop lourds à emporter dans la tombe, et certains torts trop grands pour rester à jamais cachés. Si je ne reviens pas de ma promenade de demain, que ceux qui trouveront ce journal sachent que ma mort, si elle survient, sera la conséquence de choix faits il y a longtemps, dans les folies de la jeunesse. Mademoiselle Fairfax s'affala sur une chaise à proximité, le visage d'une blancheur mortelle. « Il savait, » souffla-t-elle. « Il savait qu'il allait mourir, et il ne m'a rien dit. » Holmes referma doucement le journal, l'air compatissant malgré la gravité de nos découvertes. « Mademoiselle Fairfax, il semble que votre oncle vous protégeait d'informations qu'il jugeait trop dangereuses pour les partager. Mais ces informations pourraient pas désormais être essentielles pour traduire son meurtrier en justice. » Je me suis approché de la fenêtre, contemplant le petit jardin, tandis que mon esprit tentait d'assimiler les implications de ce que nous avions appris. L'image du professeur Fairfax, paisiblement assis sur ce banc de Regent's Park, tandis que la mort l'emportait, prenait alors une toute autre dimension. Ce n'était pas la victime d'un agresseur inconnu, mais un homme qui avait marché consciemment vers son destin, poussé par un code d'honneur qui l'avait contraint à assumer les conséquences de ses actes commis des décennies auparavant. « Holmes, » dis-je en me retournant vers mon ami, « si le professeur Fairfax savait qu'il était en danger, pourquoi n'a-t-il pas cherché de l'aide? Pourquoi affronter seul ce mystérieux M? Parce que, mon cher Watson, il se croyait dans son tort. Quoi qu'il se soit passé dans son passé, il se sentait débiteur plutôt que créancier dans ce dernier bilan. » Holmes s'approcha pour examiner l'étagère la plus proche du bureau, son regard parcourant les titres avec cette rapidité d'exécution qui lui permettait d'assimiler une masse d'informations en quelques instants. « Mais un meurtre, Holmes? Aucun crime commis par un jeune homme ne pourrait justifier une réaction aussi extrême. Peut-être pas pour vous ou moi, Watson, mais nous avons affaire à quelqu'un pour qui le passé est resté bien vivant. Quelqu'un pour qui le passage du temps n'a pas éteint le feu de la passion ou de la vengeance. » Holmes s'arrêta devant une section particulière de la bibliothèque, son attention attirée par quelque chose que je ne pouvais discerner. « Mademoiselle Fairfax, la collection de votre oncle semble comprendre un nombre considérable d'ouvrages sur la période médiévale, mais je remarque une lacune importante ici. Des volumes ont-ils été retirés récemment ?» Elle s'approcha et examina l'étagère qui lui indiquait. « Eh bien oui, il y avait une série de livres sur la littérature française médiévale qu'il consultait régulièrement pour son projet en cours. Mais j'ai supposé qu'il les avait simplement déplacés sur son bureau pour les consulter plus facilement. Pourtant, ils ne figurent pas parmi les documents sur son bureau. Curieux, en effet. » Holmes nota soigneusement ces informations dans son journal avant de reporter son attention sur les papiers du professeur Fairfax. La suite de notre examen n'a révélé que peu d'informations supplémentaires, bien que Holmes ait consacré un temps considérable à l'étude des restes calcinés dans la cheminée et ait pris plusieurs notes qu'il n'a communiquées ni à mademoiselle Fairfax ni à moi-même. Alors que nous nous apprêtions à prendre congé, il s'est tourné vers notre hôtesse avec une expression de profonde inquiétude. « Mademoiselle Fairfax, je tiens à vous rappeler l'importance de rester vigilante dans les jours à venir. La mort de votre oncle est clairement le résultat d'un grief de longue date, et même si je n'ai aucune raison de croire que vous soyez en danger immédiat, il serait sage de prendre des précautions. » « Quel genre de précautions, monsieur Holmes ? » ?»« Variez vos habitudes. Demandez à vos serviteurs d'être particulièrement vigilants face à tout visiteur inattendu, et ne tentez en aucun cas d'enquêter seul sur cette affaire. » Il marqua une pause.
observant attentivement son visage. Et si vous vous souvenez d'autres détails concernant le comportement ou les correspondances récentes de votre oncle, aussi insignifiants soient-ils, vous devez me contacter immédiatement. Alors que nous retournions vers Baker Street dans la pénombre, je me suis senti profondément troublé par les implications de notre découverte. Holmes, cette femme, M, avait manifestement un pouvoir considérable sur le professeur Fairfax. Qu'est-ce qui, à votre avis, a pu le lier si fermement à une promesse faite dans sa jeunesse? L'amour, Watson, ou sa cousine plus sombre, l'obsession. Retenez-moi bien. Lorsque nous découvrirons enfin la vérité sur le passé du professeur Fairfax, nous découvrirons au cœur de ce récit une histoire de passion qui a refusé de reconnaître le passage du temps. Chapitre 4. L'ombre de Scotland Yard. Le lendemain matin, après notre examen du bureau du professeur Fairfax, une pluie fine et grise s'abattit, ce qui semblait correspondre à l'atmosphère sombre qui régnait sur Baker Street. Holmes avait passé la majeure partie de la soirée assis près du feu, fixant les flammes avec cette intensité particulière que j'avais appris à associer à ses cas les plus complexes. Il avait peu parlé durant notre dîner simple, répondant à mes tentatives de conversation par des monosyllabes distraites, et je savais qu'il valait mieux ne pas interrompre les processus mentaux complexes qui étaient sans doute à l'œuvre derrière ces traits aquilins. C'est donc avec un certain soulagement que j'ai accueilli l'arrivée de l'inspecteur Lestrade à notre porte peu après le petit déjeuner, car j'espérais que toute information qu'il pourrait apporter servirait à briser le charme du silence maussade qui était descendu sur mon ami. « Monsieur Holmes, docteur Watson », commença Lestrade en retirant son manteau trempé par la pluie et en acceptant la chaise que Holmes indiquait d'un geste vers le feu. « J'apporte des nouvelles de l'autopsie, et j'avoue qu'elles soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. » Holmes sortit de sa rêverie avec cette soudaine acuité d'attention qui ne cessa de m'étonner. « Veuillez poursuivre, inspecteur. » « Qu'a découvert le docteur Morrison ?» Lestrade consulta son carnet, ses traits burinés marqués par la frustration que j'avais si souvent observée lorsqu'il se retrouvait confronté à une affaire défiant toute enquête conventionnelle. La cause du décès était l'asphyxie, monsieur Holmes, mais pas par une méthode que nous connaissions auparavant. Il n'y avait aucun signe de strangulation, rien n'indiquait qu'on lui avait enfoncé quoi que ce soit dans la gorge, le nez ou la bouche. Et pourtant il est mort par manque d'air. Exactement. Le docteur Morrison a trouvé des preuves de ce qu'il a appelé une paralysie respiratoire. Les muscles qui contrôlent la respiration ont tout simplement cessé de fonctionner. Mais voici l'aspect le plus étrange. Il n'y avait aucun signe de drogue ou de poison dans l'organisme, du moins aucun que nos méthodes d'analyse actuelles puissent détecter. Holmes se pencha en avant sur sa chaise, ses yeux gris brillants d'intérêt. « Et cette odeur sucrée dont tu parlais hier. » Ah oui, le docteur Morrison l'a également noté, sans toutefois pouvoir en identifier la source. Il l'a décrit comme florale, mais avec une qualité sous-jacente qu'il trouvait troublante. Ses mots exacts étaient « comme des roses laissées trop longtemps dans une pièce fermée ». Je me suis souvenu de la description de Miss Fairfax concernant la rose rouge parfaite trouvée près du corps de son oncle. Et un frisson, sans rapport avec l'air humide du matin, m'a parcouru les épaules. Holmes, la méthode de la mort pourrait-elle avoir un lien avec la rose? Observation judicieuse, Watson. Inspecteur, je vais devoir examiner la rose et le mouchoir retrouvés avec le corps. Quand est-ce que cela pourrait être organisé? Immédiatement, si vous le souhaitez, monsieur Holmes. J'ai apporté les 2 objets ainsi que le rapport complet du docteur Morrison. Lestrade fouilla dans son manteau et en sortit une petite boîte en bois, qu'il déposa soigneusement sur notre table. Je dois vous prévenir, la rose semble parfaitement conservée, bien qu'elle ait été coupée depuis plusieurs jours. Le docteur Morrison a trouvé cela très inhabituel. Holmes s'approcha de la boîte avec l'attention attentive d'un naturaliste examinant un spécimen rare. Lorsqu'il souleva le couvercle, un parfum subtil emplit notre salon. Le doux et enivrant parfum de rose, mais avec une qualité sous-jacente que j'avais du mal à définir. Ce n'était pas vraiment désagréable, mais il y avait quelque chose qui semblait persister dans les narines et créer un effet presque hypnotique.
La rose elle-même était remarquable. Bien qu'elle ait été privée d'eau pendant des jours, elle paraissait aussi fraîche et éclatante que si elle avait été cueillie quelques instants auparavant. Ses pétales étaient d'un rouge profond, comme le sang frais, et sa tige ne présentait aucun signe de flétrissement ou de pourriture. « Extraordinaire !» murmura Holmes en se penchant pour examiner la fleur sans la toucher. Watson, observez la parfaite conservation, l'éclat surnaturel de la couleur. Ce n'est pas une rose ordinaire. Il porta son attention sur le mouchoir, le sortant délicatement de la boîte à l'aide d'une pince à épiler. La soie cramoisie était de la plus haute qualité, et la lettre M, brodée, était réalisée avec un fil si foncé qu'il paraissait presque noir à la lumière du matin. « Le travail est exquis, » observa Holmes en examinant les délicates coutures à la loupe. « C'est le fruit d'un savoir-faire et d'un investissement considérable. Remarquez la qualité de la soie elle-même. Elle n'a pas été achetée dans une boutique ordinaire, mais commandée à un artisan de haut calibre. Pouvez-vous déterminer quelque chose sur ses origines ? Ai-je demandé. Le style de broderie suggère un travail continental, peut-être français. Et la soie ? Oui, je crois qu'il s'agit d'un type de soie produit uniquement à Lyon. Nous avons affaire à quelqu'un de bon goût et de fortuné. Lestrade s'éclaircit la gorge. Il y a encore une chose, monsieur Holmes. Nous avons enquêté sur le passé du professeur Fairfax, et si sa réputation semble irréprochable, nous avons découvert quelque chose d'assez curieux sur ses jeunes années. Holmes remit le mouchoir dans la boîte avec la même précision minutieuse dont il avait fait preuve pour l'examiner. Vraiment ? Veuillez nous éclairer, inspecteur. Il semble que le professeur Fairfax ait passé plusieurs années en France durant sa jeunesse, de 1854 à 1858 précisément. Il effectuait des recherches à la Bibliothèque nationale de Paris, travaillant sur des manuscrits médiévaux. Les archives montrent qu'il quitta brutalement la France à l'automne 1858, abandonnant un poste prometteur et retournant en Angleterre sans explication. « Ah !» dit Holmes doucement, et je décelai dans cette syllabe une note de satisfaction, comme si une autre pièce d'un puzzle complexe s'était mise en place. Et quelle était la nature de son départ ? Y avait-il un scandale ? C'est là que la piste se refroidit, j'en ai bien peur. Les autorités françaises n'ont aucune trace d'enquête officielle ni de plainte, mais... Lestrade hésita, consultant à nouveau ses notes. Eh bien, il y a eu des rumeurs. Rien de prouvé, vous comprenez, mais des rumeurs néanmoins d'une relation amoureuse qui aurait mal tourné. Avec une femme dont le nom commençait par M, peut-être ? Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, monsieur Holmes. Les archives de cette période sont au mieux fragmentaires, et ceux qui auraient pu avoir une connaissance directe des événements sont morts depuis longtemps. Holmes s'approcha de la fenêtre, contemplant la rue détrempée en contrebas, tandis que son esprit assimilait cette nouvelle information. « Inspecteur, j'aurai besoin de vous pour approfondir vos recherches sur le séjour du professeur Fairfax à Paris. Le moindre détail, aussi insignifiant soit-il, pourrait s'avérer crucial pour notre enquête. » « Bien sûr, monsieur Holmes. Y a-t-il quelque chose de particulier que vous souhaiteriez que je recherche ? » Informations sur les ressortissants français qui auraient pu entretenir une correspondance avec le professeur Fairfax au fil des ans. Également, tout document concernant des femmes dont le nom de famille commence par M et qui étaient associées à la Bibliothèque nationale pendant la période concernée. Après le départ de Lestrade, Holmes resta à la fenêtre pendant de longues minutes, ses doigts tapotant le rebord de la fenêtre, ce tatouage silencieux et familier. Finalement, il se tourna vers moi avec une expression de détermination farouche. « Watson, je crois que nous commençons à entrevoir la véritable dimension de cette affaire. La mort du professeur Fairfax n'était pas un simple meurtre. C'était le dernier acte d'une tragédie qui a débuté il y a près de 40 ans dans les bibliothèques et les salons parisiens. Vous croyez que ce mystérieux M est français ? Je crois qu'elle a passé 4 décennies à nourrir un grief que la plupart auraient laissé le temps de guérir. Considérez les preuves. Un mouchoir de fabrication française, une rose conservée par des méthodes inconnues de l'horticulture ordinaire, et un meurtre commis sans poison ni violence conventionnelle.
Nous avons affaire à quelqu'un d'une patience et d'un savoir-faire extraordinaires. Mais Holmes, qu'a bien pu faire le professeur Fairfax pour mériter une vengeance aussi élaborée? C'est précisément ce que nous devons découvrir, mon cher ami, et je crains que la réponse ne se trouve pas dans le présent, mais dans les ténèbres d'un passé que le professeur Fairfax croyait avoir réussi à enterrer. Le reste de la matinée se déroula selon la méthode habituelle de Holmes lorsqu'il s'occupait d'une affaire particulièrement complexe. Il envoya une série de télégrammes à divers contacts à Londres et sur le continent, fit plusieurs visites dans des boutiques spécialisées dont il ne m'expliqua pas la nature, et consacra un temps considérable à consulter divers ouvrages de référence de sa riche bibliothèque. Il était presque midi lorsque Madame Hudson annonça un autre visiteur, ce qui modifia immédiatement le comportement de Holmes. Il se redressa sur sa chaise, son regard perçant, marqué par cet intérêt prédateur que j'avais appris à associer aux avancées significatives de nos enquêtes. « Faites-le venir immédiatement, Madame Hudson » a-t-il crié, et quelques instants plus tard, nous avons été rejoints par un monsieur dont l'apparence a immédiatement attiré l'attention. C'était un homme d'une 60aine d'années, d'allure remarquable malgré les signes évidents de détresse récente qui marquaient ses traits. Ses vêtements étaient d'excellente qualité, quoique quelque peu usés par les voyages, et il se tenait avec l'attitude d'un homme habitué à l'autorité. Le plus frappant étaient ses yeux. D'un bleu pâle, ils semblaient contenir une profondeur de connaissance et de tristesse, témoignant d'expériences bien loin de la routine confortable de la société anglaise. « Messieurs, » commença-t-il, sa voix portant une légère trace d'accent continental, « je suis le comte Henri de Montclair, et je suis venu de Paris spécialement pour parler avec monsieur Sherlock Holmes de la mort du professeur Reginald Fairfax. » Holmes se leva pour accueillir notre visiteur, son expression ne révélant rien des pensées qui, je le savais, devaient le traverser. « Comte de Montclair, votre arrivée tombe à point nommé. Je vous en prie, asseyez-vous et dites-nous ce qui vous amène de Paris avec une telle urgence. » Le comte s'installa dans notre chaise restante, déclinant l'offre de rafraîchissement d'un geste qui exprimait une préoccupation pressante. « Monsieur Holmes, j'ai des raisons de croire que la mort du professeur Fairfax est liée à des événements survenus à Paris il y a de nombreuses années, des événements dans lesquels j'ai joué un rôle que je regrette profondément. » « Vraiment ? Quel genre d'événement ? » Un scandale qui a été étouffé avec succès à l'époque, mais qui a jeté une ombre sur plusieurs vies pendant près de 4 décennies. Le professeur Fairfax était une innocente victime des circonstances, mais son implication a eu des conséquences qui, je le crains, lui ont finalement coûté la vie. Holmes se pencha en avant, son attention désormais entièrement focalisée sur notre visiteur. « Comte de Montclair, je vous demande d'être parfaitement franc avec nous. Nous avons déjà découvert des preuves suggérant que la mort du professeur Fairfax était liée à son séjour à Paris et à une personne identifiée uniquement par l'initiale M. » Le visage du comte pâlit, et je vis ses mains trembler légèrement tandis qu'il fouillait dans son manteau pour en sortir un portefeuille en cuir. « Alors, vous connaissez Marguerite, » dit-il doucement. « Que Dieu nous vienne en aide, mais vous connaissez Marguerite. » « Marguerite ? Ma sœur, monsieur Holmes, Marguerite de Montclair. Et je crains que si elle est effectivement rentrée en Angleterre, la mort du professeur Fairfax ne soit que le début d'une tragédie qui fera d'autres victimes, avant d'atteindre son terme. » Le silence qui suivit cette révélation ne fut rompu que par le claquement régulier de la pluie contre nos fenêtres et le bruit lointain de la circulation londonienne. Holmes et moi échangeâmes un regard, et je perçus dans l'expression de mon ami le même frisson d'appréhension qui s'était emparé de moi. Chapitre 5. L'ombre parisienne. Le comte de Montclair ouvrit son portefeuille en cuir, les mains légèrement tremblantes, et en sortit une photographie jaunie et plusieurs lettres nouées d'un ruban délavé. La photographie, qu'il déposa soigneusement sur notre table, représentait une jeune femme d'une beauté extraordinaire, des cheveux bruns, de grands yeux expressifs et des traits qui exprimaient à la fois intelligence et passion. Même dans les tons sépia de la vieille image, son regard avait quelque chose de fascinant, quelque chose qui semblait traverser les décennies avec une intensité intacte.
Ma sœur Marguerite, dit doucement le comte, telle qu'elle apparaissait en 1857, alors qu'elle n'avait que 22 ans. Elle était considérée comme l'une des plus belles beautés de la société parisienne, courtisée par les poètes et les peintres, admirée par les diplomates et les érudits. Mais la beauté, messieurs, peut être autant une malédiction qu'une bénédiction, surtout lorsqu'elle s'allie à une nature passionnée et à un esprit qui refuse d'accepter les limites conventionnelles imposées aux femmes. Holmes étudia la photographie avec cette intensité particulière qu'il portait à toute preuve, même si je remarquai que son expression s'était légèrement adoucie, un phénomène rare lorsqu'on examine des documents liés à une affaire. Elle était vraiment belle, comte, mais je perçois à votre attitude que cette beauté était porteuse de tragédie. En effet, monsieur Holmes, Marguerite ne se contentait pas d'être un simple ornement, comme on l'attendait des femmes de son rang. Elle possédait une intelligence brillante et un profond amour de la littérature et de l'histoire. C'est cette passion pour l'apprentissage qui l'a mise en contact avec les érudits qui fréquentaient la Bibliothèque nationale, dont votre malheureux professeur Fairfax. Le comte marqua une pause, ses yeux bleu pâle s'éloignant sous le poids du souvenir. Reginald Fairfax n'était pas le premier jeune Anglais à tomber sous le charme de Marguerite, mais il était peut-être le plus sincère. Contrairement aux autres, qui ne la voyaient que comme un beau trophée à conquérir, il respectait sincèrement son esprit et encourageait ses études. Pendant un temps, ils connurent un bonheur béat. Qui a changé ? Demandai-je, même si, à en juger par l'expression du comte, je soupçonnais que la réponse ne serait pas agréable. Mon père, le docteur Watson. Le comte de Montclair de l'époque était un homme aux principes rigides et à l'orgueil farouche. Lorsqu'il apprit la liaison de Marguerite avec un Anglais, un érudit modeste qui plus est, il fut pris d'une crise de nerfs. Il exigea qu'elle mette fin immédiatement à cette relation et accepte le mariage qu'il avait arrangé pour elle avec un noble Allemand, de rang et de fortune convenables. Holmes se renversa dans son fauteuil, les doigts croisés devant son visage. Et le professeur Fairfax ? Quelle a été sa réponse à cet ultimatum paternel ? C'est là que la tragédie prend toute son ampleur, monsieur Holmes. Fairfax aimait sincèrement ma sœur, mais c'était aussi un homme d'honneur qui comprenait les réalités sociales de la situation. Il savait qu'un mariage entre eux entraînerait l'éloignement total de Marguerite de sa famille et son exil de la société dans laquelle elle avait grandi. Le comte se leva et s'approcha de notre fenêtre, contemplant la rue détrempée, comme s'il cherchait à échapper aux douloureux souvenirs qu'il était contraint de raconter. Il a fait ce qu'il croyait être le choix le plus noble, messieurs. Il a accepté de rompre ses fiançailles et de rentrer en Angleterre, convaincu que ce sacrifice permettrait à Marguerite de trouver le bonheur avec un partenaire plus approprié. Mais Marguerite ne le voyait pas de cette façon, observa Holmes. Exactement. Pour elle, son départ représentait non pas de la noblesse, mais une trahison, la preuve ultime que ses protestations d'amour n'étaient que des mots, facilement abandonnés face à la pression sociale. Elle ne lui a jamais pardonné, monsieur Holmes. Dans son esprit, il avait détruit non seulement leur amour, mais aussi sa foi en l'amour lui-même. Et elle a épousé le noble Allemand. Le comte rit amèrement. Elle l'a fait, mais le mariage fut un désastre dès le début. Le baron von Reichenbach était un homme froid et calculateur qui avait épousé Marguerite uniquement pour sa beauté et la dot conséquente qui l'accompagnait. 2 ans plus tard, elle était veuve. Le baron mourut dans un accident de chasse dont certains murmurèrent qu'il n'était pas entièrement accidentel. Ces mots me firent froid dans le dos, et je remarquai que l'expression de Holmes s'accentuait, marquée par un intérêt professionnel. « Suggérez-vous que votre sœur est responsable de la mort de son mari ?» Je ne suggère rien, docteur Watson. Je rapporte simplement les rumeurs qui circulaient à l'époque. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que la baronne von Reichenbach, revenue à Paris en 1860, était une femme transformée. Plus dure, plus calculatrice, habitée par une amertume qui semblait avoir consumé la jeune fille chaleureuse et passionnée que j'avais connue. Et elle n'a maintenu aucun contact avec le professeur Fairfax pendant cette période ? Absolument rien, monsieur Holmes. En fait, je crois qu'elle a tout fait pour éviter toute mention de lui
ou de son séjour en Angleterre, mais elle n'a jamais oublié. Cela est apparu clairement dans son comportement ultérieur. Holmes se leva et examina de plus près les lettres que le comte avait apportées. « Ces lettres sont de la main de votre sœur ?» ?»« Des lettres qu'elle m'a écrites au fil des ans, oui. Notez les dates, monsieur Holmes. Chaque année, à l'anniversaire du départ du professeur Fairfax de Paris, je recevais une lettre de Marguerite. Pendant près de 40 ans, elle a entretenu cette correspondance, et dans chaque lettre, elle parlait de lui. Je m'approchais pour regarder par-dessus l'épaule de Holmes tandis qu'il lisait une des lettres. L'écriture était élégante, mais révélait une certaine intensité dans la pression de la plume sur le papier. « Mon cher Henry », lut Holmes à voix haute, « une autre année s'est écoulée, et la blessure reste vive. J'ai appris qu'il vit tranquillement à Londres, s'adonnant à ses manuscrits poussiéreux et à sa vie confortable, apparemment satisfait d'avoir complètement oublié les promesses faites dans les jardins des Tuileries. Mais je n'ai pas oublié, cher frère, je n'ai pas oublié, et je n'oublierai jamais. Ceci est daté de 1875, observai-je, 17 ans après les événements que vous décrivez. Et en voici une de 1888. Poursuivit Holmes en choisissant une autre lettre. Le fil rouge qui nous unit se renforce avec le temps. J'ai acquis certaines capacités qui me permettront peut-être bientôt de rappeler à mon cher Reginald les dettes qu'il lui reste à payer. Les roses fleurissent magnifiquement dans ma véranda, Henry. Il sera bientôt temps de partager leur beauté avec celui qui mérite d'en ressentir pleinement les effets. Le comte pâlit de plus en plus tandis que Holmes lisait ses extraits. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis venu à Londres, messieurs. Lorsque j'ai appris la mort du professeur Fairfax, et plus particulièrement les circonstances, j'ai immédiatement su que Marguerite en était responsable. « Où a vécu ta sœur ces dernières années ?» demanda Holmes. « C'est en partie ce qui rend cette situation si dangereuse, monsieur Holmes. Après la mort de son mari, Marguerite a beaucoup voyagé, en Italie, en Espagne, au Moyen-Orient, et même jusqu'en Inde et en Orient. Elle prétendait étudier la botanique et la chimie, mais je soupçonnais que ses intérêts se portaient vers des domaines plus ésotériques. Ésotériques ? Les peuples autochtones de nombreux pays possèdent des connaissances sur les plantes et leurs propriétés inconnues de la science européenne, monsieur Holmes. Marguerite a toujours été fascinée par ces mystères, et ses voyages lui ont permis d'accéder à des informations que beaucoup considéreraient comme de simples superstitions. Holmes déposa les lettres, l'air grave. « Comte de Montclair, croyez-vous que votre sœur possède les connaissances et les moyens de commettre un meurtre par des méthodes indétectables, par un examen médical conventionnel ? Monsieur Holmes, je crois que ma sœur a passé 40 ans à se préparer à ce moment. Je crois qu'elle possède des capacités qui terrifieraient ceux qui croient comprendre les limites du possible. Et je crois que la mort du professeur Fairfax n'était que le premier acte d'un drame qu'elle préparait depuis des décennies. Alors il faut la retrouver avant qu'elle ne fasse une autre victime, dis-je. Elle ne peut quand même pas disparaître comme ça dans une ville comme Londres. » Le comte secoua lentement la tête. « Vous ne comprenez pas, docteur Watson. Marguerite ne se cache pas de vous. Elle veut être retrouvée. Elle veut que Sherlock Holmes la poursuive, qu'il mesure son intelligence à la sienne. Il ne s'agit pas simplement de se venger du professeur Fairfax. Il s'agit de prouver qu'elle est un esprit supérieur, qu'elle peut planifier et exécuter le crime parfait sous le regard impuissant du plus grand détective du monde. » Holmes s'approcha de la cheminée, où il se tenait dans cette pose caractéristique de profonde concentration, son profil net se découpant sur la lumière grise de nos fenêtres striées de pluie. « Alors, elle a commis une grave erreur de calcul, comte, car tandis qu'elle a passé 40 ans à nourrir ses griefs, j'ai passé la même période à apprendre à percer à jour les mensonges et à suivre les fils de la vérité, où qu'ils mènent. J'espère que vous avez raison, monsieur Holmes, mais je crains qu'avant la conclusion de cette affaire, davantage de sang ne soit versé et que davantage de vies ne soient détruites par la passion que ma sœur a entretenue dans son cœur, comme une flamme qui refuse de s'éteindre. » Comme interpellée par ces paroles, Madame Hudson frappa doucement à notre porte. Elle entra, visiblement agitée, portant un petit paquet enveloppé dans du papier kraft.
Monsieur Holmes, dit-elle à bout de souffle, ceci vient d'être prononcé par une femme qui a refusé de donner son nom. Elle m'a dit que je devais vous dire que la partie a commencé pour de bon et que c'est à vous de jouer. Holmes prit le paquet d'une main parfaitement ferme malgré la tension que je lisais sur ses traits. En le déballant, un doux parfum familier envahit notre salon, le même que celui que nous avions décelé dans la rose retrouvée près du corps du professeur Fairfax. À l'intérieur du paquet se trouvait une rose cramoisie, identique à celle trouvée sur les lieux du crime, et une note écrite d'une élégante écriture féminine. Mon cher monsieur Holmes, quel plaisir de savoir que mon petit drame a attiré l'attention du plus célèbre détective de Londres. Le professeur Fairfax n'était que l'ouverture. La symphonie est encore à venir. Mais peut-être pourrions-nous nous retrouver pour une discussion plus civilisée. Je serai à Regent's Park demain à 15h, sur le banc même où le pauvre Reginald a rendu son dernier soupir. Venez seul, ou la prochaine victime sera bien plus chère à votre cœur qu'un vieux savant poussiéreux. Le comte de Montclair avait blanchi tandis que Holmes lisait le mot à voix haute. Elle a déclaré la guerre, monsieur Holmes. Que Dieu nous vienne en aide, mais Marguerite a déclaré la guerre. Chapitre 6. L'indice caché. Ce n'est qu'après 2 jours de réflexion agitée et un malaise grandissant que je me suis retrouvé assis en face de Sherlock Holmes, l'énigme inextricable de l'affaire flottant entre nous. Le choc initial du crime s'était depuis longtemps dissipé, mais la sensation lancinante que quelque chose clochait, quelque chose que personne n'avait remarqué, restait une démangeaison persistante que je ne pouvais pas vraiment apaiser. Holmes n'avait presque pas parlé depuis notre dernière rencontre, son esprit toujours aussi insaisissable, mais je sentais que ses pensées, si méticuleuses, étaient concentrées sur quelque chose qui avait échappé à ma propre compréhension. Ce matin, alors que j'étais assis à table, griffonnant dans mon journal, Holmes était assis dans son fauteuil habituel, non pas occupé à jouer du violon comme il le faisait parfois, mais plutôt les doigts croisés, le regard fixé sur la cheminée, même si je sentais bien qu'il avait l'esprit ailleurs. La faible lueur du bec de gaz vacillait dans la pièce sombre, projetant des ombres sur son visage, ajoutant un air mystérieux à cet homme dont la seule présence semblait défier la raison. « Watson, » dit-il soudain, sa voix tranchante et précise, comme le scalpel d'un chirurgien, brisant le silence. « Il y a quelque chose que tu négliges. » Je levai les yeux, momentanément surprise par l'intensité de son ton. « J'ai oublié quelque chose ? Pardonnez-moi, Holmes, mais je crois avoir traité chaque détail de cette affaire avec la diligence requise. »« Vraiment ? » répondit-il, un léger sourire aux lèvres. « Tous les détails ? Alors expliquez-moi, mon cher Watson, pourquoi vous n'avez pas remarqué l'indice le plus important ? » Je clignai des yeux, mes pensées s'efforçant momentanément de suivre ses déductions. « Quel indice ? Tu fais sûrement référence à quelque chose que j'ai manqué sur la scène de crime ? » ?»« Non, » répondit Holmes sèchement, les yeux plissés. « Je parle d'un détail bien plus subtil que vous avez vu, mais que vous n'avez pas reconnu. Un indice qui pourrait révéler tout ce que vous pensiez savoir sur cette affaire. » Je me penchai en avant, ma plume maintenant oubliée dans ma main. « Holmes, de quoi parlez-vous ? » De admettre que vous avez piqué ma curiosité. » Une brève lueur d'amusement passa dans ses yeux, mais il resta silencieux un instant, laissant la tension monter entre nous. Puis, d'un mouvement rapide, il se leva, les pans de son manteau flottant derrière lui, traversant la pièce jusqu'à la cheminée. Là, niché sous la surface du manteau, il déposa un petit objet, un objet unique, apparemment insignifiant. « Reconnaissez-vous cela ?» demanda-t-il en le tenant entre son pouce et son index. Je me penchai en avant, les sourcils froncés, essayant de déchiffrer l'objet qu'il tenait à la main. C'était un petit morceau de fil rouge, pas plus long qu'un doigt, et pourtant, il avait quelque chose qui me sembla immédiatement important. Le fil était effiloché, comme s'il avait été arraché à quelque chose de plus grand, et sa couleur, un rouge cramoisi foncé, était difficile à ignorer. Je l'avais déjà vu,
réalisai-je. La même nuance de rouge avait été présente sur la scène du crime. Ce fil, dis-je lentement, me semble familier. Mais où l'ai-je déjà vu? Le sourire de Holmes s'élargit et il retourna à sa chaise, s'installant de nouveau avec satisfaction. « Ah, Watson, vous avez toujours un temps de retard, mais vous avez du mérite. Ce fil a été retrouvé, sans être remarqué, près du corps de la victime, mais pas de la manière à laquelle on s'attendrait. Il était caché, niché dans les plis de son manteau. J'ai ressenti un léger malaise. Caché? Et pourtant personne d'autre ne l'a vu. Exactement, répondit Holmes. Le fil a été délibérément dissimulé, placé avec le plus grand soin, et pourtant il est passé inaperçu, y compris de la police. Seul quelqu'un sachant quoi chercher aurait décelé sa signification. Et je vous assure, Watson, que la signification de ce fil était la clé pour comprendre tout ce qui s'est passé. Je le regardais incrédule. Mais Holmes, quelle importance peut avoir un bout de fil? Ça ne semble pas vraiment être le genre d'objet capable de résoudre une affaire aussi complexe. Holmes se pencha en avant. Son regard perçant rivait sur le mien. « Ah, Watson, c'est là que vous vous trompez. Les choses les plus simples, les détails les plus banals, sont souvent ceux qui ont le plus de poids. Ce fil n'est pas un simple morceau de tissu. C'est un symbole, un signe. Et il nous mène à quelqu'un que vous soupçonneriez le moins. » Je me suis adossé à ma chaise, les mots s'immisçant dans mon esprit comme de l'eau froide. Et pourtant je ne pouvais me défaire du sentiment que Holmes était sur le point de commettre un acte capital. Mais avant que je puisse approfondir mes recherches, une pensée m'a soudain traversé l'esprit. Si le fil avait été caché, il avait dû être placé là par quelqu'un connaissant intimement la victime. Mais qui? La victime, dites-vous, avait ce fil caché dans son manteau, murmurai-je, plus pour moi-même que pour Holmes. Mais pourquoi? Quel lien ce fil pouvait-il avoir avec le meurtre? Le regard de Holmes s'adoucit, mais son intensité ne faiblit pas. Vous devez repenser, Watson, aux circonstances de la mort de la victime. Rappelez-vous les moindres détails, le décor, les personnes impliquées, les émotions en jeu. Ce fil conducteur n'est pas un objet aléatoire, mais un message délibéré, un rappel. C'est un lien, Watson, avec un passé qui est revenu hanter les personnes impliquées. Je me suis penché en avant, l'esprit en ébullition. Un message du passé? Mais qu'est-ce que cela peut bien signifier? Holmes resta silencieux un instant, le regard perdu dans le vide. Cela, mon cher Watson, nous le découvrirons bien assez tôt. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous demander de me faire confiance. Ce fil conducteur n'est que le début. Il y a des couches dans cette affaire que même moi je n'ai pas encore découvertes. Mais je vous assure que ce fil conducteur nous mènera à la vérité. Assis là, méditant sur les paroles énigmatiques de Holmes, j'éprouvais ce frisson d'anticipation familier, une excitation qui ne fit que croître à mesure que je réalisais à quel point je comprenais mal l'affaire. Le fil, si longtemps caché, était enfin apparu, et avec lui, la promesse de réponse à venir. Mais où cela nous mènerait-il ensuite? Et qui finalement trouverions-nous au bout de cet enchevêtrement de regrets? Je ne saurais le dire, mais une chose était sûre. L'affaire était loin d'être terminée. La tension commençait à peine à monter. L'indice caché n'était qu'une petite pièce du puzzle, mais il suffisait à démêler tout ce que nous pensions savoir. Maintenant, plus que jamais, je sentais le poids de l'affaire peser sur nous, et je savais que les jours à venir révéleraient la vérité d'une manière que nous ne pouvions ni anticiper, ni contrôler. Chapitre 7. Tension croissante. Il était tard dans la soirée, et un brouillard humide s'était abattu sur Londres, épaississant les ombres et s'enroulant autour des réverbères à gaz, dont la lumière perçait à peine l'obscurité. J'étais assis dans notre modeste salon de Baker Street, regardant distraitement par la fenêtre, tandis que la silhouette de la ville semblait se fondre dans la brume grise. La journée avait été sans incident, remplie de tâches banales qui faisaient pâle figure en comparaison de l'intrigue qui occupait mes pensées depuis que Holmes avait révélé le fil rouge. Pourtant, malgré le calme de l'heure,
Je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque chose de bien plus sinistre se tramait. Holmes, comme à son habitude, était resté inhabituellement silencieux ce soir-là. Il avait passé tout l'après-midi à étudier diverses notes et articles, les sourcils froncés, étudiant les détails de l'affaire avec une précision qui confinait à l'obsession. Il parlait peu, mais son esprit s'emballait, et je savais qu'il valait mieux ne pas l'interrompre dans ces moments d'intense concentration. Alors que je tendais la main vers ma pipe, un léger coup frappé à la porte résonna dans la pièce, pourtant silencieuse. Il n'était pas rare que des visiteurs viennent nous demander de l'aide à cette heure-là, mais l'urgence du coup me mit sur les nerfs. « Entrez » ai-je appelé, ma voix ferme malgré le malaise qui m'habitait. La porte s'ouvrit sur l'inspecteur Lestrade, le visage tiré et pâle, le regard trahissant une profonde inquiétude. Il entra dans la pièce sans cérémonie, son air professionnel habituel tempéré par un sentiment d'urgence grandissant. « Holmes, » dit Lestrade d'une voix tendue, « vous devez venir immédiatement. Il y a eu un autre incident. » Holmes leva les yeux de ses notes avec une rare lueur d'intérêt. « Un autre incident ? Racontez-moi, Lestrade. J'espère que ce n'est pas une fausse alerte. » Le visage de Lestrade s'assombrit. « Pas du tout. Il y a eu un autre décès. Et cette fois, les circonstances sont particulières. Je me suis immédiatement relevé, le cœur battant la chamade. Un autre décès, si tôt après le premier. Et pourtant, les conséquences étaient en bien plus terrifiantes que je ne l'avais imaginé. « Allons, Watson, » dit Holmes d'une voix calme mais résolue. « Nous n'avons pas de temps à perdre. » Je suivis Holmes et Lestrade dans l'air froid de la nuit, d'un pas rapide, tandis que nous nous dirigions vers le fiacre qui nous attendait. Le brouillard s'épaississait autour de nous, étouffant le bruit des sabots des chevaux sur les rues pavées, mais la fraîcheur de l'air semblait aiguiser nos sens. Le silence était pesant, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Nous sommes arrivés sur les lieux du crime en quelques minutes. Une vieille maison de ville près de la périphérie de la ville. La maison semblait abandonnée, ses fenêtres sombres et sans vie. En entrant, l'atmosphère était étouffante, comme si l'air lui-même avait été empoisonné par une présence malveillante. Lestrade nous conduisit dans un couloir étroit, le visage sombre. « La victime est une femme, Holmes. Elle a été retrouvée dans les mêmes conditions que la première fois, assassinée à son domicile, sans aucune trace d'effraction. Mais cette fois, il y a quelque chose de différent. » Je jetai un coup d'œil à Holmes, mais il ne dit rien, le visage indéchiffrable, observant la scène. La pièce était dépouillée, avec seulement quelques meubles, une vieille armoire, une table branlante et une chaise solitaire renversée près de la porte. À première vue, rien ne semblait déplacé, mais l'œil perçant de Holmes scrutait déjà les moindres détails. « Observe, Watson, » dit-il doucement en m'invitant à m'approcher. « Tu vois les marques sur le sol ?» Je m'accroupis à côté de lui et examinai attentivement le parquet. Au début, je ne remarquai rien de significatif, juste les éraflures et rayures habituelles, dues à des années d'utilisation. Mais en y regardant de plus près, je remarquai le léger contour d'un motif, qui semblait avoir été délibérément gravé dans le bois. Les marques étaient subtiles, presque imperceptibles à l'œil non averti, mais pour Holmes, elles constituaient un indice clair. « On dirait que quelqu'un traîne quelque chose de lourd par terre, » dis-je lentement, un frisson me parcourant l'échine. « Mais pourquoi ferait-il ça, Holmes ?» Holmes se leva, les yeux plissés, observant la pièce. « Bonne question, Watson. Une question à laquelle nous trouverons sans doute une réponse une fois que nous aurons examiné la scène de plus près. » Lestrade parut perplexe. « Mais qu'est-ce que tout cela signifie ? Nous avons fouillé toute la maison, et rien ne permet d'identifier l'auteur de ce crime. Aucun témoin, aucune trace de lutte, aucun mobile clair. » Holmes se tourna brusquement vers lui. « Lestrade, vous passez à côté de l'essentiel de cette affaire. Le motif sur le sol n'est pas aléatoire. C'est une trace délibérée, un indice laissé par le tueur. » Je regardai Holmes perplexe. « Mais comment est-ce possible ?
Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Les lèvres de Holmes s'étirèrent en un léger sourire, bien qu'il ne fût pas chaleureux. Cela signifie que le tueur est bien plus méthodique qu'on ne le croit. Et cela signifie aussi que nous avons affaire à quelqu'un qui aime jouer. Quelqu'un qui laisse des traces, mais seulement des traces que des gens comme vous, il fit un geste vers Lestrade, ne pourraient pas comprendre. Lestrade s'irrita à cette remarque, mais ne dit rien. Il savait pertinemment que discuter avec Holmes était une entreprise vaine. Holmes se retourna vers la pièce et l'examina une fois de plus. Il y a un autre détail, Watson, qui était passé inaperçu. Examinez attentivement la chaise de la victime. Je suivis son regard jusqu'à la chaise renversée. En y regardant de plus près, je vis qu'un petit objet était coincé dessous. Je me penchai et le récupérai. Un petit morceau de tissu déchiré sur les bords, avec un motif de fil rouge tissé dedans. Je me suis figé. Le fil rouge. Je l'ai immédiatement reconnu. La même teinte cramoisie qui était apparue lors du premier meurtre. Le fil caché dans le manteau de la victime. Ce n'était pas une coïncidence. Il y avait un lien entre les deux meurtres. Un lien qui, jusqu'à présent, nous avait tous échappé. Holmes me regarda, son expression mêlant satisfaction et inquiétude. « Voyez-vous, Watson, ce fil n'est pas qu'un symbole. C'est un message, celui qui relie ce crime au dernier. Le tueur nous envoie un signal, et nous ne pouvons plus nous permettre de l'ignorer. » Je restai planté là, le poids de ses paroles s'abattant sur moi comme un épais brouillard. Le jeu était lancé, et avec lui, la tension grandissante d'une enquête loin d'être conclue. Mais quel était le véritable mobile du tueur? Et quel lien pervers existait entre les victimes que Holmes commençait seulement à démêler? Je ne pouvais pas encore le dire, mais une chose était sûre. Cette affaire nous mènerait sur un chemin plus sombre et plus dangereux que ce que nous aurions pu imaginer. Chapitre 8. La mauvaise orientation s'approfondit. Les jours qui suivirent notre visite sur la deuxième scène de crime furent emplis d'une inquiétude inquiétante, comme si nous tombions tous involontairement dans un piège tendu par une main invisible. Le fil rouge, devenu symbole dans cette affaire, nous avait menés vers des lieux que nous ne pouvions encore comprendre. Chaque indice que nous trouvions ne faisait qu'approfondir le mystère, et pourtant, à chaque nouveau développement, Holmes gardait un calme inhabituel. Son attitude n'avait pas faibli. Il paraissait même plus serein que jamais, même si je savais que son esprit s'emballait sans cesse. Le plus étrange était le sentiment grandissant que l'affaire nous échappait, que nous n'en maîtrisions plus la direction. Les subtils fils conducteurs qui s'étaient tissés dans l'affaire devenaient plus clairs, et pourtant, Holmes semblait se contenter de les laisser se dévoiler, presque comme s'il attendait le moment inévitable où tout se mettrait en place. Cet après-midi-là, alors que j'étais assis dans le salon à relire mes notes, Holmes se tenait près de la fenêtre, scrutant les rues plongées dans le brouillard. L'air était épais, et les réverbères à gaz l'éclairaient à peine, laissant le monde extérieur englouti par l'obscurité oppressante. L'atmosphère correspondait parfaitement à l'ambiance qui nous régnait. « Watson », dit soudain Holmes, sa voix brisant le silence comme un couteau dans un tissu. « On nous égare. » J'ai levé les yeux, surprise par la brusquerie de sa déclaration. « Égaré ? Que veux-tu dire ?» Holmes se tourna lentement vers moi, son visage dépourvu de son habituel sourire sardonique, remplacé par une expression de profonde contemplation. « Le tueur joue un jeu avec nous, Watson. Un jeu bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Les indices dont nous disposons jusqu'à présent, le fil rouge, les marques cachées au sol, la chaise de la victime, ne sont que des diversions. » J'ai senti un nœud se serrer dans ma poitrine. Des diversions ? Mais Holmes, ce sont des indices significatifs. Le fil conducteur est lié aux deux meurtres, et les marques au sol suggèrent que quelqu'un tentait de dissimuler quelque chose. Comment pouvez-vous dire que ce ne sont que des diversions ? Holmes se dirigea vers son bureau, rassembla quelques papiers épars et les rangea méticuleusement, comme à son habitude. Exactement, Watson. Ce sont des distractions. Le tueur ne cherche pas à laisser des indices. Évident. Il veut nous orienter sur de fausses pistes, nous guider vers des conclusions qui nous éloigneront de la vérité.
J'ai senti mon estomac se nouer. Alors, quelle est la vérité? Quel est le véritable mobile du tueur? Holmes ne répondit pas immédiatement. Il semblait perdu dans ses pensées, le regard perdu dans le vague, comme s'il écoutait un écho lointain. Au bout d'un moment, il reprit la parole, d'une voix plus basse cette fois, teintée d'une certaine froideur. La vérité, mon cher Watson, ne réside pas dans les preuves, mais dans la nature même des crimes. C'est un mélange de regrets, de remords, peut-être même de culpabilité, qui lie ces meurtres. Le tueur ne se contente pas de laisser des indices. Il essaie de communiquer avec nous. Et le message est clair. Il veut nous faire croire que nous comprenons, pour finalement révéler, au dernier moment, que nous ne savons rien du tout. Je sentais mon esprit s'emballer, peinant à suivre les déductions de Holmes. Vous voulez dire que le tueur nous induit intentionnellement en erreur? Exactement, répondit Holmes, les yeux brillants d'une rare intensité. Il veut nous faire croire à l'évidence, au lien qui semble si évident à un œil non averti. Mais ce qu'il ne réalise pas, Watson, c'est qu'il nous a sous-estimés. Nous ne serons pas distraits longtemps. Avant que je puisse répondre, on frappa à nouveau à la porte, cette fois plus fort, plus insistant. Ce bruit sembla ponctuer l'atmosphère tendue de la pièce. Holmes se tourna vers la porte, le visage impassible, tandis que Lestrade entrait. « Holmes, Watson, » dit Lestrade à bout de souffle, « il y a eu un autre incident. » Mon cœur fit un bond. Encore un. Combien en faudrait-il encore avant d'atteindre le cœur de cette toile tortueuse? Un autre mort? Demandai-je, la voix mêlée d'effroi et d'incrédulité. Lestrade hocha la tête d'un air sombre. Un homme, retrouvé dans une ruelle voisine. Les circonstances sont presque identiques aux deux précédentes. Aucun signe d'effraction, aucun mobile apparent. L'homme a été étranglé comme les autres, mais il y a autre chose. Nous avons trouvé un autre fil rouge. J'ai échangé un regard avec Holmes, dont l'expression était impénétrable. « Où est le corps ?» a demandé Holmes d'une voix calme, presque détachée. « Dans la ruelle derrière un vieil entrepôt de Wren Street, » répondit Lestrade. « Nous avons déjà bouclé la zone, mais j'ai pensé qu'il valait mieux vous faire venir immédiatement. » Holmes se leva de sa chaise avec une fluidité qui semblait presque surnaturelle. « Très bien, Lestrade. Montrez-moi la voie. » Alors que nous avancions vers la scène du crime, je ne pouvais m'empêcher de penser que ce nouveau développement s'inscrivait dans un plan plus vaste et plus complexe. Le tueur intensifiait les choses, nous entraînant toujours plus profondément dans un piège que nous commencions à peine à comprendre. Et pourtant, il devenait de plus en plus clair qu'il ne se contentait plus de jouer avec nous. Il jouait à un jeu bien plus dangereux, qui allait bientôt atteindre son paroxysme terrifiant. Le trajet en taxi à travers le brouillard se déroula en silence, à l'exception du bruit occasionnel des sabots du cheval heurtant les pavés. Lestrade était assis en face de nous, le visage tiré et las. Il avait vu trop de crimes de ce genre pour ne pas être affecté, mais celui-ci, cette série de meurtres, commençait à le ronger, comme nous tous. À notre arrivée sur les lieux, j'ai été immédiatement frappé par le silence inquiétant qui régnait dans la ruelle. Elle était étroite et mal éclairée, la seule lumière provenant des lampes à gaz vacillantes qui ne faisaient mais guère de différence dans l'épais brouillard. Le corps de l'homme était affalé contre le mur de briques, ses yeux sans vie fixant le vide. Une petite flaque de sang avait déjà commencé à se former autour de lui, et j'ai remarqué les signes évidents de strangulation, les mêmes marques que celles présentes sur les victimes précédentes. Holmes s'accroupit près du corps, ses doigts caressant délicatement les bords des vêtements de la victime. Ses yeux se plissèrent tandis qu'il assimilait les détails, son esprit tournant déjà à plein régime. Je restai à ses côtés, le souffle coupé, tandis que je remarquai quelque chose qui, au premier abord, me parut trop insignifiant pour avoir de l'importance. Une empreinte faible, presque imperceptible, sur le manteau de la victime. Un fil rouge, pris dans les plis du tissu. Le regard de Holmes croisa le mien. « Voilà, Watson, » dit-il doucement, une pointe de triomphe dans la voix. « Le jeu s'est intensifié, et nous n'en sommes plus les seuls acteurs. »
Les fils de la diversion avaient désormais tissé une tapisserie à la fois complexe et perfide. Le tueur nous entraînait toujours plus profondément dans sa toile, mais Holmes, comme toujours, était prêt à percer l'illusion. La question n'était plus de savoir comment nous découvririons la vérité, mais quand, avant que le jeu n'atteigne sa conclusion finale et mortelle. La tension grandissante était palpable, et je la sentais m'envahir, se resserrant comme un nœud coulant. Chaque pas semblait nous rapprocher d'une réponse, et pourtant, à chaque nouvel indice, l'énigme devenait plus complexe, plus dangereuse. Le plan du tueur se déroulait sous nos yeux, et nous ne pouvions qu'attendre le moment où tout s'écroulerait. Chapitre 9. La révélation. Le brouillard s'était encore épaissi lorsque nous sommes revenus à Baker Street. Les rues étaient étrangement silencieuses, à l'exception de quelques bruits de pas ou du cliquetis lointain des roues des voitures sur les pavés mouillés. Mon esprit s'emballait, les détails de l'affaire s'accumulant, chaque nouvelle découverte suscitant plus de questions que de réponses. Pourtant, malgré tout cela, une chose était indéniable. Sherlock Holmes était de plus en plus certain de ses conclusions, et je ne pouvais m'empêcher de sentir que la fin approchait à grands pas. Holmes était resté silencieux pendant le trajet du retour, ses pensées semblant absorbées par l'affaire, son calme habituel ayant laissé place à une intensité presque troublante. Je n'osais pas l'interrompre, car je savais que son silence signifiait qu'il était sur le point de révéler quelque chose d'important, quelque chose qui allait bientôt éclaircir tout le mystère. Dès que nous entrâmes dans notre appartement, Holmes ne perdit pas de temps. Il se dirigea vers son bureau, écartant papiers et notes d'un geste rapide, jusqu'à découvrir un grand plan de la ville. Il le déploya devant lui, ses doigts traçant les différentes rues, son esprit travaillant déjà sur les liens entre les différentes affaires. « Watson, » dit soudain Holmes d'une voix ferme mais tranchante, « nous sommes au bord du précipice de la vérité. Il est temps de tout comprendre. » Je me tenais à ses côtés, le regardant se déplacer sur la carte. « Que voulez-vous dire ? Vous avez résolu l'affaire ?» Holmes se tourna vers moi, les yeux brillants de cette confiance tranquille que j'avais appris à connaître. « Pas résolu, Watson. Mais j'ai rassemblé suffisamment de pièces du puzzle pour y voir clair. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la vérité derrière ces meurtres ? Demandai-je, incapable de dissimuler l'urgence dans ma voix. Holmes esquissa un petit sourire presque imperceptible, bien qu'il manquât de la chaleur habituelle. Les motivations du tueur n'étaient jamais fortuites. Il envoyait un message, caché à la vue de tous. Le fil, les marques, les subtiles erreurs d'orientation, tout cela faisait partie d'un projet plus vaste. Mais pourquoi ce fil rouge ? Quelle est sa signification ? Demandai-je, toujours en peine de comprendre. Holmes hocha la tête, comme si la réponse était évidente. Le fil n'a jamais concerné les victimes, Watson. Il concernait le tueur. Chaque fil rouge représentait un regret que le tueur essayait de rompre. Le regret de quelque chose qu'il ne pouvait défaire. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Alors, les regrets du tueur étaient la force motrice derrière tout ça. Mais que s'est-il passé pour qu'il agisse de manière aussi horrible ? Holmes me regarda, l'expression durcie. C'était la mort de sa femme. J'étais interloqué. Sa femme ? Mais comment ? Holmes leva la main pour me faire taire. Le tueur, Watson, est un certain Thomas Haverford, un ancien chirurgien qui avait travaillé à l'hôpital St. Thomas. Sa femme, Eleanor, est morte dans des circonstances mystérieuses il y a plusieurs années, et il n'a jamais pu se pardonner sa mort. Ce n'était pas un meurtre, remarquez, mais plutôt un malheureux accident. Sa femme était tombée malade et, dans un moment d'inattention, il avait mal diagnostiqué son état, entraînant sa mort prématurée. Il vit avec cette culpabilité depuis, et elle s'est incrustée en lui, empoisonnant son esprit. Je fixai Holmes, essayant d'assimiler cette nouvelle information. Mais quel est le lien avec les meurtres ? Quel est le rapport avec les victimes ? Holmes marqua une pause, les yeux plissés tandis qu'il se tournait vers la carte. La culpabilité d'Haverford se transforma en quelque chose de bien plus sombre. Il commença à percevoir la mort de sa femme comme une trahison
une trahison à laquelle il ne pourrait jamais échapper. Il rechercha donc des individus qui, dans son esprit, représentaient des éléments de cette trahison. Les victimes, chacune d'elles, l'avait croisé d'une manière ou d'une autre pendant la maladie de sa femme. Une infirmière, un collègue médecin et même un ancien patient. Chacun avait, selon lui, contribué à sa mort, de façon insignifiante. Je secouai la tête, incrédule. Alors il les a tués pour les punir d'une chose dont ils ignoraient même qu'ils étaient dits coupables? Exactement, répondit Holmes. Et le fil rouge, était sa façon de tenter de se débarrasser de ses regrets, de se débarrasser de la culpabilité qui l'avait hanté si longtemps. Chaque fil qu'il laissait derrière lui symbolisait son désir d'effacer le souvenir de la mort de sa femme. Mais c'était impossible, bien sûr. Je regardais Holmes, stupéfait par la profondeur de la révélation. Et cette fausse piste? Pourquoi nous a-t-il menés dans des directions si différentes? Parce qu'il voulait se faire prendre, dit Holmes d'une voix calme mais résolue. Haverford en était arrivé à un point où il ne supportait plus sa culpabilité. Il voulait que quelqu'un, n'importe qui, l'arrête, l'empêche de poursuivre sur cette voie tortueuse. Il a laissé des indices, sachant que quelqu'un finirait par les trouver, et quand il les trouverait, il espérait que cela mettrait fin à son tourment. « Comment as-tu su que c'était lui ?» demandai-je, peinant encore à saisir les subtilités de l'affaire. Holmes me regarda, son regard perçant. « C'étaient les marques sur le sol, Watson. Elles n'étaient pas aléatoires. Haverford avait traîné les corps, les positionnant d'une manière qui reflétait la nature perverse de son esprit. Mais il y avait plus. Il avait travaillé de ses mains pendant des années comme chirurgien, et sa façon d'étrangler ses victimes, sa précision méthodique, était sa signature. C'était un motif que seul un œil exercé pouvait discerner. Je restais planté là, l'esprit en ébullition sous le poids des déductions de Holmes. « Alors tout était une question de culpabilité et de regret ?» « Oui, Watson, » répondit Holmes, d'une voix emplie d'une rare irrévocabilité. En fin de compte, la vérité derrière ces meurtres n'était ni une question de vengeance, ni même de justice. Il s'agissait d'un homme qui ne pouvait échapper au poids de sa conscience. Et c'est son regret qui l'a conduit à détruire les autres, comme il s'était détruit lui-même. Je me tus, le poids de l'affaire s'abattant sur moi comme un épais brouillard. Le tueur n'était pas animé par la malveillance, mais par quelque chose de bien plus insidieux. Un remords dévorant qui avait transformé son esprit en un labyrinthe tortueux. Holmes se détourna du bureau, son expression s'adoucissant un instant. « La partie est terminée, Watson. Haverford n'échappera pas à la justice, et peut-être finira-t-il par trouver la paix qu'il a tant recherchée. » Nous n'avons plus parlé ce soir-là. L'affaire était close, le tueur appréhendé, mais les conséquences de ses actes résonneraient bien au-delà des murs de Baker Street. Quant à moi, je restais assis en silence, méditant sur les ténèbres qui habitent l'âme humaine et sur le pouvoir dévastateur du regret. Dehors, le brouillard restait épais, obscurcissant le monde, comme si la ville elle-même était enveloppée du même poids qui avait pesé sur Thomas Haverford. Et pour la première fois depuis des jours, j'ai senti la vérité crue des mots de Holmes s'installer dans ma poitrine. Certains regrets sont indélébiles, malgré tous nos efforts. Fin de l'histoire.